Jules Ferry a-t-il pu gouverner sous la Troisième République? Que s'est-il passé entre les radicaux et les opportunistes? D'abord, je voudrais préciser, si vous me le permettez, que nous écrivons à deux mains, c'est-à-dire que le livre, comme nos livres précédents, a été écrit par Paul Bachiast et moi. Je fais cette précision pour que les choses soient plus claires. Alors, en ce qui concerne Jules Ferry, lorsqu'il a été au pouvoir, pendant une période relativement longue pour ce qu'étaient les institutions de la Troisième République, mais relativement brève par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il a été au gouvernement un petit peu plus de 6 ans. Il était dans une situation politique particulière. Évidemment, il a gouverné dans le cadre d'une assemblée où si j'ose dire, toutes les forces dynastiques, c'est-à-dire royalistes, légitimistes et orléanistes et bonapartistes, constituait, on pourrait dire, une opposition de droite, très opposée au projet républicain. Et puis, sur la gauche, il y avait les radicaux, dont les objectifs ne différaient pas de la majorité incarnée par Jules Ferry, celle qu'on a qualifiée de républicains opportunistes, mais qui s'en différaient à la fois par le rite et par le désir et l'affirmation de n'accepter aucune concession, même sur le rythme de la mise en œuvre des réformes. C'est la première difficulté. La deuxième, c'était que Jules Ferry était un réformateur. Et quand on est réformateur, on bouscule un certain nombre d'habitudes et on le fait pour une population qui ne mesure peut-être pas tout de suite les résultats et ce qu'elle va pouvoir en tirer. Notamment, on le sait, il y avait des gens dans les campagnes qui considéraient qu'il était tout à fait normal que leurs enfants les aident au champ et qui ne voyaient pas bien pourquoi ils devaient aller à l'école puisque eux-mêmes n'y étaient pas allés. Et puis, il y a évidemment tout ce qui tourne autour du cléricalisme de l'Église catholique qui jusque-là tient l'école publique depuis, depuis ce qu'on appelle la loi Fallou durant la Deuxième République, la partie, si j'ose dire, partie de l'ordre de la Deuxième République, et qui considère tout à fait naturel avec les forces catholiques que cette situation perdure. Vous parlez de Jules Ferry, créateur de racines républicaines. Alors, il y a liberté, alors bien sûr, liberté de réunion, liberté de la presse, liberté des syndicats. Qui étaient les opposants à cette création de racines républicaines? Alors là, pour le coup, il n'y avait pas d'opposants sur la gauche, puisque les radicaux étaient parfaitement d'accord. Le programme était exactement le même. Il se différenciait sur le rythme et sur les modalités. Là, l'opposition était clairement l'opposition de droite, constituée par tout ce qui tournait autour du cléricalisme et des partis dynastiques, c'est-à-dire légitimistes, orléanistes et bonapartistes. Si vous Oui, permettez, vous avez oublié une réforme importante, c'est celle de l'élection des conseils municipaux au suffrage universel et l'élection des maires, exact. qui est une, Fondamental qui pour... est une révolution à l'époque, parce qu'à l'époque, tous les maires sont nommés par le pouvoir depuis toujours. Exact. Alors, ma question suivante, c'est sur Jules Ferry, l'instituteur, et les hussards noirs de la République. À vous lire, on croit comprendre que Jules Ferry avait des racines positivistes. Est-ce que c'est ça qui l'a amené à penser à cette école non religieuse? Effectivement, Jules Ferry, c'est l'école sans Dieu et l'école sans roi, sans monarque, sans voilà. Ce qui est encore une fois une révolution à l'époque. Hein. Alors, la pensée positiviste est une chose importante chez lui. Si on veut comprendre ce qui dans le positivisme, a passionné Jules Ferry et ce qui euh, correspond un peu à sa colonne vertébrale d'idées, on peut reprendre la fameuse devise du Brésil, Ordre et Progrès, qui est une devise positiviste, et qui finalement exprime bien ce que Jules Ferry a reçu du positivisme, et qui correspond aussi à tous ces républicains d'après la Grande Révolution et qui essayent de bâtir l'avenir. Pour Jules Ferry, l'ordre est nécessaire au progrès, à l'émancipation du peuple.
Il considère, par exemple, que la période de la terreur a été une période tout à fait détestable et qu'elle n'a pas permis l'émancipation. Donc l'ordre est une chose nécessaire. Mais il faut que ce soit un ordre marqué par la justice. Et une fois que l'ordre empreint de justice est arrivé, et pour lui ça ne peut être que l'ordre républicain, alors là, tout désordre n'est pas favorable et donc l'ordre doit s'appliquer. Donc ordre et progrès, ordre pour le progrès, mais ordre républicain. Voilà ce que pense Jules Ferry. Le point qui était le plus positif par rapport au territoire français, puisqu'il a multiplié par 10 le territoire colonial, mais c'est aussi le plus négatif parce que déjà à son époque, il avait des opposants farouches. Tunisie, Tonkin, Madagascar, Algérie, il avait des opposants à cette époque. Et alors, ne parlons pas d'aujourd'hui où il est rentré dans la légende noire puisqu'on le traite de raciste, alors que peut-être il pensait à un devoir de civilisation plus avancé par rapport à d'autres. À l'époque, la colonisation est un peu une utopie de gauche qui lutte contre un conservatisme de droite. Il faut savoir qu'à l'époque, si on prend un exemple, Paul Déroulède, qui est vraiment l'incarnation de la droite cléricale, Paul Déroulède, au projet colonisateur, répond nous avons perdu 2 sœurs, il pense évidemment à l'Alsace-Lorraine, et vous nous offrez 20 domestiques. Voilà comment la droite cléricale prend la colonisation. Alors évidemment, à gauche, c'est l'opposition de Clémenceau. Opposition un peu particulière parce que Clémenceau est déchaîné contre Jules Ferry à l'époque, et ensuite, après Jules Ferry, et notamment quand Clémenceau est au pouvoir, il ne fera rien contre la colonisation. Alors, troisième paradoxe, si j'ose dire, c'est que pendant tout le temps où il est au pouvoir, Jules Ferry ne conceptualise pas la colonisation. Pour des raisons parlementaires, pour des raisons de jeu parlementaire, à chaque fois qu'une extension coloniale est faite, par exemple le protectorat avec la Tunisie ou le Tonkin, il dit oui, mais enfin c'est une opportunité, c'est pas un système, c'est... Et il faut qu'il ait quitté le pouvoir, c'est après avoir quitté le pouvoir qu'il dit qu'il conceptualise, si j'ose dire, la colonisation et qu'il dit voilà quelle est, ou plus exactement quelle a été notre politique coloniale. Et effectivement, il met trois éléments au crédit de cette politique. Le premier, c'est notre intérêt politique, c'est-à-dire le fait de... Nous avons à l'époque une marine importante, il faut lui donner des ports. N'oublions pas que le premier des soucis, c'est que la France soit puissante pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. C'était une chose absolument fondamentale. D'ailleurs, vous savez que l'idée de la ligne bleue des Vosges, c'est Jules Ferry. Hein. Donc des raisons politiques, des raisons économiques parce que la colonisation offre pour lui des débouchés et une possibilité d'activer notre économie. Et puis la troisième raison, effectivement, c'est une raison humaniste. Vous savez, on dit beaucoup, et c'est ce qu'a dit le président Hollande en 2012 lorsqu'il a, le jour de son entrée à l'Élysée, organisé un hommage à Jules Ferry, on dit beaucoup qu'il y a une incohérence entre le Jules Ferry qui fait l'école publique et celui qui fait la colonisation. Mais à l'époque, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, l'idée de Jules Ferry, c'est par l'école publique, par l'école républicaine, puisque ce n'est pas lui qui a inventé l'école publique, par l'école républicaine d'apporter la connaissance, le savoir et les lumières jusqu'au dernier village de la métropole, et par la colonisation de faire la même chose jusqu'au dernier village des territoires colonisés. Il y a une cohérence là-dedans. Alors on peut trouver que cette cohérence est empreinte, en ce qui concerne la colonisation, de naïveté, de caractère un peu artificiel. L'histoire a montré que sur ce point, il s'est trompé. Et nous, Paul Bacquiast et moi, on pense évidemment que c'est Clémenceau qui avait raison. Mais pour autant, le taxer de racisme, de cynisme et d'avoir mis en place un système inhumain, ça c'est une injustice parce que ce n'est absolument pas ce que pensait Jules Ferry. Et la meilleure preuve, c'est qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il a quitté le pouvoir et qu'il est devenu sénateur,
eh bien, il dirige une mission parlementaire qui va en Algérie et qui examine ce qui se passe en Algérie pour faire un rapport. Et il produit un rapport, Jules Ferry, extrêmement défavorable sur ce qu'il a vu en Algérie. Pour vous donner une idée, il dit à un moment, on croit que, on considère que la France doit être une mère pour ses colonies, elle est bien souvent une marâtre. Voilà ce que dit Jules Ferry. Donc, il est le propre critique de ce qu'il a théorisé. Et donc, on voit bien que le cynisme raciste n'était absolument pas dans son esprit. Donc, il faut éviter cette injustice tout à fait détestable. Pour terminer, Bertrand, quel est le bilan des deux auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage? Est-ce qu'on peut parler d'excès d'honneur ou d'excès d'indignité? J'ose dire enfin que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Eh bien, voilà ce que nous pensons. Nous pensons que Jules Ferry, qui a été depuis son vivant, et c'est une particularité, depuis son vivant, il a été l'objet de légendes noires et de légendes dorées. Alors, ces légendes, elles ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'elles sont intéressantes parce qu'elles ce sont des objets historiques qui parlent de l'époque à laquelle elles ont été mises en œuvre. En cela, elles sont intéressantes. Mais évidemment, elles n'ont pas vocation à venir faire un écran opaque sur ce qu'était Jules Ferry et son œuvre. Donc, nous essayons de distinguer, bien entendu, les deux. Et si on regarde tout ça, effectivement, on peut parler d'excès d'honneur parce que, d'abord parce qu'il n'a pas inventé l'école publique, hein, il a inventé l'école républicaine. L'école publique, elle existe grosso modo depuis Louis-Philippe et François Guizot. Il a inventé l'école républicaine, laïque, obligatoire et gratuite. Et bon, sur la colonisation, on peut dire que sa vision était naïve et qu'il s'est trompé. L'histoire l'a démontré. Ceci étant, lui, il n'avait pas ce recul historique lorsqu'il a mis les choses en place. Et évidemment, il ne mérite pas non plus l'indignité où on l'a accusé à droite d'être une espèce de destructeur de ce qu'était Dieu, l'école avec Dieu, etc. Et où à gauche, on l'a accusé de faire une école pour les bourgeois ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, on explique qu'il était un colonisateur cynique. Un député à l'Assemblée nationale a même expliqué qu'il était sikh, un gros raciste, ce qui est absolument incroyable. Le même député ayant expliqué aussi, pour l'anecdote, qu'il s'était occupé de la loi de 1905 alors qu'il était mort depuis 12 ans à cette époque. C'est dire le sérieux de ce genre de critique. Voilà, eh bien Bertrand, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui est vraiment un retour dans le temps et qui pèse d'une manière tout à fait, non pas arbitraire, mais tout à fait régulière sur les points forts et les points faibles de l'histoire de Jules Ferry, avec une position qui n'en fait ni un héros, ni quelqu'un à démolir complètement.